En France, on a tendance à voir le design comme quelque chose d'esthétique, de cosmétique. Comment on transforme de la complexité en des expériences, des choses qui sont simples, parce qu'être entrepreneur, c'est compliqué. Le niveau d'exigence qu'il y avait sur le produit, qu'on a ramené aussi dans l'exigence du software. Les mecs d'ID, de Industrial Design, on était en train de designer un iPhone, et il faut des trous là pour le microphone. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Les contraintes qu'on amène avec le design vont permettre d'avoir une meilleure performance, ou à l'inverse, le fait de rechercher la performance à tout prix va permettre d'avoir un design plus innovant. C'est quasiment 50 heures de gagner par mois juste sur une équipe, sur ses parcours. Une IA fonctionne très bien avec des contraintes, et plus on arrive à donner des contraintes avec un design system, plus ça permet en fait d'utiliser l'IA comme une force créative. Si on ne l'utilise pas avec parcimonie, au bout d'un moment, c'est du très mainstream, basique, voire des fois il y a de la régression. Tous les détails qu'on a vus, qu'on a pu regarder ensemble, c'est l'œil humain qui le perçoit. Donc ce soir, on a un talk avec 5 personnes de choix autour du design comme moteur de croissance. L'idée, c'est de passer en revue certains sujets. D'après ce qu'on a vu, on n'est pas très loin des sujets à la mode, puisque ça, c'était la citation qui a lancé la keynote d'Apple il y a 2 semaines. Donc citation de Steve Jobs. On a coché les 2 cases qu'il fallait qu'on coche. Une citation d'un designer, et on va parler d'IA à la toute fin. Normalement, si on a le temps. Donc là, c'est bon. On était dans les trucs. Le menu est bon pour ce soir. On va parler de design et de tech. On va parler aussi de performance avec le design. Et on va bien évidemment parler d'un sujet aussi un peu plus de direction, qui est le courage de dire non. On y viendra tout à l'heure. Voilà, presque dans l'ordre, le parterre des personnes pour ce soir. Donc, on a 3 entreprises qu'on a la chance d'accompagner chez Source. Source.Paris est un bureau de design et développement. On a la chance de travailler dans ces 3 entreprises et de les accompagner sur différentes phases de leur développement. On en parlera tout à l'heure. On va commencer peut-être par parler de la BPI, parce que c'est quand même une défi de tech public qui est aussi un réseau physique, pour ceux qui ne savent pas. On a la chance que BPI accompagne les 2 entreprises Ledger et DeValet. BPI, c'est une fintech qui est un réseau physique, mais aussi qui a investi plus de 63 milliards d'euros en 2024, donc un investissement massif en France. Il y a 2000 banquiers qui sont implantés dans 50 régions. Aujourd'hui, BPI est représenté par Jean-Baptiste. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous d'être là aussi dans nos bureaux également. Ah oui, dans vos bureaux, ils nous accueillent en plus. Je crois qu'on avait racheté ici ce soir. Oui, c'est vrai, merci beaucoup de nous accueillir. Ledger. Donc Ledger, on a la chance ce soir d'avoir Ledger. On a cru voir qu'il y avait une annonce dans peu de temps, en plus. Donc merci de prendre du temps en période d'annonce, parce que d'autres personnes ont déjà annoncé. Donc en tout cas, merci d'être présent. Ledger, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte qui conçoit les premiers wallets crypto, qui était dans leader mondial dans les wallets de sécurité des crypto-actifs. Toujours, et bientôt encore plus. Ils ont rendu la sécurité tangible, et on en parlera tout à l'heure, puisqu'ils ont fait pas mal de devices intéressants. Et pour finir, on a la chance d'avoir donc avec Cyril, qui est notre directeur hardware, et aussi Guillaume. Et pour la partie DeValet, donc DeValet, on a eu la chance d'écouter, en plus que de voir ces magnifiques enceintes qui sont sorties il y a à peu près 1 semaine, si je ne me trompe pas. On est à 1 semaine pile poil du lancement. DeValet, vous avez pu le voir, c'est vraiment quelque chose qui est entre l'objet sculptural, esthétique magnifique et le son parfait. On est sur un produit qui est sorti il y a 10 ans. On en parlera. Vous avez sorti vos enceintes il y a pile poil 10 ans. Vous êtes pionnier dans l'ingénierie acoustique. Et il y a 10 ans, quand vous avez fondé votre entreprise, c'était un peu pourquoi un nouvel acteur sur le domaine de la musique mondiale. Et on a la chance d'avoir le CPTO Jean-Loup et Maxime, qui a travaillé aussi à accompagner d'un point de vue design, d'interface. On en parlera tout à l'heure. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le design comme décision fondatrice. Donc là, on a la chance d'avoir un parterre de personnes qui n'ont pas leur langue dans leur poche. On a fait juste des petites discussions comme ça. Effectivement, on va avoir la chance d'avoir un échange assez franc. On a la chance d'avoir ces personnes-là qui vont nous parler maintenant de tout ce qui va être design. Aujourd'hui, on veut vraiment vous exprimer que le design, pas comme quelque chose de cosmétique, pas comme juste, tiens, il faut que je fasse du beau pour faire du beau, mais de la technique. Et je crois que Jean-Loup avait une petite explication, une définition de ce mot design avec un retour dans le temps, un flashback, j'ai l'impression. Oui, effectivement. Merci Maxime. Bonjour à tous.
Donc effectivement, le design chez De Vialet, c'est quelque chose de très, très particulier parce que c'est vraiment quelque chose d'ancré depuis le tout début de la société, le tout début du projet, de faire des objets design. Donc effectivement, d'un point de vue esthétique, voilà, qui soit joli, agréable, qu'on puisse installer chez soi et être fier de les regarder tous les jours, mais aussi des objets qui sont fonctionnellement très aboutis et hyper performants. Effectivement, en France, on a tendance à voir le design comme quelque chose d'esthétique, de cosmétique. En réalité, nous, on préfère la définition anglo-saxonne du design au sens conception du produit de manière complète, qui intègre évidemment l'esthétique, mais aussi la partie conception technique. Donc, pour illustrer ces propos, vous voyez là les tout premiers dessins qui ont été faits il y a plus de 10 ans, donc pour la première génération de Phantom. Là, on vient de lancer Phantom Ultimate, donc la nouvelle génération. À l'origine, on a passé énormément de temps justement sur cet aspect design, mais pas seulement sur l'esthétique, sur la fonction. Comment rendre une enceinte acoustique ultra performante, ultra compacte, tout en ayant un design qui soit innovant, attractif et intemporel. Et finalement, le succès de Phantom qui dure dans le temps, c'est vraiment lié à cet élément-là qui est intrinsèquement lié à la technique. Une enceinte, c'est un amplificateur, une alimentation, des haut-parleurs, enfin il y a beaucoup de choses. Et pour faire rentrer tous ces éléments-là dans un objet d'une taille donnée, dans un prix aussi donné, et ben finalement on s'est rendu compte qu'il n'y avait qu'une seule solution. En tout cas à l'époque on n'en a trouvé qu'une. Et 10 ans après, on n'en trouve toujours pas d'autres. Et apparemment, la concurrence non plus. On n'a pas trouvé d'autres. C'est pour ça que le Phantom Ultimate, aujourd'hui, il est similaire, vu de loin, au Phantom d'origine. Par contre, il est complètement revu à l'intérieur. Tous les composants ont évolué, etc. Et donc, le design, c'est vraiment l'élément clé de notre travail. Et ça concerne toutes les équipes. Voilà, c'est pas simplement l'équipe qui s'appelle l'équipe design, mais vraiment l'entièreté des équipes qui travaillent sur les produits. Comme il y a eu un lancement il y a peu de temps, on s'est permis de prendre les visuels du lancement de cette enceinte iconique, effectivement, parce que comme vient de le préciser Jean-Loup, on a de l'intérieur, tout a changé, mais de l'extérieur, ils ont gardé le form factor. Et puis l'accompagnement après design sur l'app. Jean-Loup a exprimé sa vision du design, peut-être entendre Oui, Yo. Chez nous, en fait, chez Ledger, on a une approche qui est très similaire. En fait, comme tu le disais dans l'introduction, aujourd'hui, la sécurité, c'est quelque chose qui est intangible et qui n'est pas forcément facile à visualiser pour les utilisateurs. Et nous, depuis le départ, en fait, la conception technique du produit, c'est vraiment le différenciateur. On est les seuls mondialement à le faire. C'est la connexion de ce qu'on appelle un Secure Element à un écran directement. Donc un Secure Element, vous en avez tous dans vos poches. C'est ce que vous avez sur les credit cards ou dans votre passeport ou dans votre carte d'identité. Et en fait, c'est fait pour protéger des secrets. Et nous, la façon dont on le matérialise sur notre produit, c'est qu'on l'utilise pour protéger vos secrets à vous et pour vous donner le contrôle en fait sur vos actifs digitaux et pour les protéger au mieux. Et du coup, nous, on n'a pas amené des slides, mais on a amené des produits physiques. Et Cyril peut peut-être parler de ce produit qui nous a causé pas mal de soucis d'un point de vue développement, mais qui matérialise aussi la recherche en fait de design, comme tu le définissais, du fait que c'est rendre un objet en fait fonctionnellement beau, mais aussi fonctionnellement utile. Et en fait, c'est ce qu'on a fait avec ce produit-là, qui a du coup un écran incurvé, qui est le premier en fait écran incurvé e-ink. Et vous allez me dire, à quoi ça sert de faire un écran incurvé? Et là, l'idée, c'était de permettre en fait aux personnes qui possèdent plusieurs de les empiler. Donc, si tu sors le tien, on pourra l'empiler et de pouvoir voir en fait sur comme s'appelle la tranche, du coup lequel fait quoi, et de les aligner comme ça. Ouais, alors en effet, c'était un challenge. On s'est dit que rendre la sécurité accessible, attractive et simple et beautiful, ça passait par rendre le produit lui-même, l'interface, le signer, beautiful. Du coup, en effet, il est pas très épais, un écran incurvé e-ink qui n'existait pas avant. Tout ça prend des mois et malheureusement des années à développer. Et ça part d'une vision design. Donc en fait, c'est toujours un peu le nerf de la guerre. C'est comment on équilibre ce qui est réaliste et ce qui est faisable en même temps. Donc même en interne, on a eu beaucoup de
de temps à convaincre parce que on a annoncé ce produit-là en décembre et on l'a lancé en mars, mais de l'année d'après, +1. Donc malheureusement, c'était délicat. Et donc tout ça pour dire que le design, c'est pas simplement décider de le rendre de 6 mm d'épaisseur. C'est le faire et s'y tenir. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'autres boîtes qui, certainement, plus tôt, auraient décidé de faire un plan B et de changer de cap. Et donc, quand on viendra, c'est aussi dire non, c'est aussi s'y tenir et rendre le design possible avec tout le reste. Donc, Oui, mais de mémoire, c'était Tony Fadell, je crois, qui était aux manettes au-dessus, donc il fallait pas non plus. Tu avais déjà travaillé avec lui, il fallait pas non plus se louper là-dessus. Non, ouais. Tony Fadell, c'est le mec qui a inventé l'iPod chez Apple, qui a bossé avec Steve Jobs sur l'iPhone, et un peu légendaire dans le monde du hardware, du consumer électronique. Donc quand il est arrivé, il m'a appelé en 2021, il m'a fait je travaille avec une petite boîte française qui fait de la crypto, on va faire l'iPod de la crypto. Je fais ouais, ça peut être pas mal. Après, j'ai commencé à regarder. Au début, le premier form factor, c'était une petite clé USB en plastique avec un écran assez simple. Je fais ça, t'es sûr? Vraiment? Et il fait t'inquiète, l'architecture c'est la même, on change juste l'écran. 2 ans plus tard, et plein de cicatrices pour en parler, on change l'écran. Ouais. Donc c'est marrant maintenant. Sur le moment, c'est moins marrant, mais c'est tout aussi motivant. C'est-à-dire que tenir le cap et avoir une personnalité qui te permet d'aller innover et d'aller pousser les limites, c'est pas donné à tout le monde et c'est pas une guideline que tout le monde peut faire. C'est important. Ça crée une vision forte, peut-être Jean-Baptiste. Ouais, pour reboucler, alors nous, la différence, c'est qu'on n'a pas de produit physique et le design n'est pas dans le cœur de l'ADN de BPI France. Et du coup, je rejoins complètement ce que tu dis. Nous, on est quand même dans le domaine bancaire. Le design, surtout digital, n'est pas du tout dans le cœur de ce qu'on fait. Mais pour autant, on a une vocation qui est d'aider les entrepreneurs et surtout de casser la solitude d'entrepreneur. Donc ça veut dire quoi? C'est une dimension expérientielle qui est très forte. Si d'ailleurs certains d'entre vous sont allés à BIC, par exemple Pierre, ou les années précédentes, on voit que BPI France a une ADN qui est très expérientielle, mais qui n'était pas, en tout cas jusqu'à présent, vraiment retranscrite dans le digital. Et donc, on a cette mission, donc les équipes digitales, les équipes design a fortiori, d'arriver, ce que tu disais, de casser, de rendre justement comment on peut rendre le monde bancaire beautiful, delightful et donner de l'envie. Ça c'est compliqué et donc c'est ce qu'on essaye du coup de faire. Donc nous on est vraiment sur un challenge pour le coup de transformation. Comment on transforme de la complexité en des expériences, des choses qui sont simples, parce que être entrepreneur c'est compliqué. Et une autre peut-être chose qui est assez intéressante dans le domaine bancaire, c'est qu'en fait la banque, que ce soit dans la banque entreprise ou la banque particulière, c'est ce qui suit la vie de quelqu'un quotidiennement. Le paiement et le rapport à l'argent est une dimension qui est très expérientielle. Donc en fait on a un terreau qui est très fort. Et donc nous, comment on arrive à le retransformer en digital? Donc ça c'est un challenge que l'on a depuis plusieurs années et sur lequel on a encore beaucoup de progrès à faire, mais on arrive à faire des choses assez intéressantes. Merci beaucoup. Je vais passer à la partie suivante, puisque effectivement on parlait de triptyque design, produit et tech. Ce triptyque qui est le trio gagnant pour réussir à faire des produits mémorables. En termes de design et de tech et de produits, on a 2 magnifiques exemples avec Ledger et Devialet, mais si on reprend l'exemple de Devialet avec cette sortie de produit, ce design, cette tech, comment on arrive à faire fonctionner tout ça et comment on arrive à avoir quelque chose d'équilibré, quelque chose de performant avec les résultats que vous avez? On a un premier élément donc, sur le design, c'est effectivement que c'est pas seulement du hardware, c'est aussi du software. Ça paraît simple et évident comme ça, mais finalement, ça n'est pas tant que ça. En tout cas, dans le passé, chez Devialet, ce n'était pas forcément le cas. On avait une expérience sur l'app qui n'était pas tout à fait la même que celle du produit physique. Voilà. Donc ça, c'est un des éléments qu'on a voulu amener. C'est mettre à niveau l'expérience digitale et l'expérience produit physique. Voilà, c'est entre autres pour ça qu'on a travaillé effectivement avec Source. Puis Maxime peut vous donner plus de détails sur ces challenges. Ouais, je pense que la slide illustre parfaitement en fait le niveau d'exigence qu'il y avait sur le produit qu'on a ramené aussi dans l'exigence du software. Comme tu le disais, on dit tech, produit, mais là on a vraiment le cas dans Devialet où en fait tu as le produit physique qui s'appuie sur du software qui est
hors du produit et le software qui vient aussi améliorer l'expérience sur le produit physique. Et donc là, on avait vraiment besoin d'avoir cette extension et cette symbiose. Et on a vraiment considéré, c'était un des premiers points qu'on a vu quand on a démarré avec toi, c'était voilà, d'avoir une symbiose entre le produit physique et le produit digital. Et là, en fait, avec la tech, on a commencé, on avait une première target vision. Ensuite, ça a été à gauche. Le premier delivery en code a été à droite. Et en fait, historiquement, il y avait peut-être moins de collaboration en fait sur cette partie-là. Et donc c'est là où on a vu qu'en fait juste rester en silo et délivrer au fur et à mesure et pas être en échange constant et prendre le code comme source de vérité et aller voir ce que ça fait et le tester. En fait, les premières fois où c'est sorti dans les premiers livrables dans les mains de Jean-Loup, je pense que ça lui a fait un petit peu bizarre. Et en fait, c'est un ensemble de détails aussi qui ont fait vraiment la différence. Donc, rien que sur finalement cet écran assez iconique qui est le player, qui est vraiment, je pense, le cœur du moteur de contrôle de l'enceinte. Là, en fait, c'est un ensemble de mini détails, des petits couleurs, des contrastes, des spacing, des padding. Mais tout ça, en fait, mis bout à bout, vous voyez le nombre de choses rouges, les mauvaises icônes, etc., qui fait qu'en fait, le ressenti et le perçu est pas du tout le même. Et donc là, c'est vraiment aussi une exigence qu'on a apportée, c'est apporter cette vision de design et cette exigence de design partout en fait où elle se déversait dans l'entreprise, y compris dans le software, dans le design de l'application. Je pense que c'est à peu près les mêmes sujets chez cette culture de la précision et du design. Ouais, c'est pour ça que ça me faisait sourire quand je voyais ça, parce que je voyais Cédric aussi là qui est dans l'audience et qui a l'habitude. Et c'est en fait quelque chose qui est assez commun dans beaucoup de sociétés qui étaient hardware au début ou majoritairement hardware. C'est le souci et la poursuite de la précision sur l'expérience software. C'est souvent quelque chose qui pêche. Et j'aime bien ce que dit Cédric souvent, c'est qu'en fait, il y a aussi un challenge de collaboration entre les designers et, comme tu l'expliquais, d'aller poursuivre jusqu'au bout en fait l'expérience qui a été designée dans Figma. Et ce que dit Cédric souvent, c'est en fait Figma, c'est pas où ça s'arrête le design. Le design, en fait, pour que ça arrive dans les mains du client, il faut que ça soit développé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de designers qui font des magnifiques prototypes ou des magnifiques expériences dans Figma. Et au final, elles ne sont jamais réalisées parce qu'il manque en fait ce dernier miles et qui est souvent hyper pénible. Parce que je suppose quand tu es allé leur présenter et leur dire tout ça, il y en a beaucoup qui ont dit mais attends, on s'en fout, c'est un petit détail, c'est pas grave, on te le mettra une autre fois, on le fera une autre fois. Et c'est un souci et ça s'exprime de partout parce qu'en fait, si l'expérience est disjointe entre le hardware et le software, en fait, c'est le ressenti de l'utilisateur au final qui est impacté. Parce qu'on peut avoir le plus bel objet au monde, et si l'expérience software est pas au niveau, la perception utilisateur à la fin, ça sera c'est pas au niveau, dommage, je vais sur un autre produit. Ouais, puis la chance qu'on a eue, nous, c'était peut-être une différence de perception et de culture au départ sur les gens avec qui on a collaboré. Après, on a eu un énorme support aussi de la direction en disant qu'on lâchait rien sur ça. Parce qu'en fait, on peut mettre ça, mais il faut dire aussi que derrière, tu fais 3, 4 phases de recettes, 5 phases de recettes. Il faut se dire que le temps qui est investi, le décalage qu'on fait par rapport à la production, par rapport au planning, pour ce genre de détails-là, il faut avoir aussi des gens qui te supportent au-dessus et qui disent non, mais là, en fait, on va décaler tous les plannings parce qu'on pense que c'est pas au niveau. Et tant que ça sera pas au niveau, on sortira pas. Et c'est vrai que nous, on a eu aussi cette chance-là. Et puis, les équipes, elles ont pris conscience de ça très, très vite. Et en fait, on est rentré après dans une phase où c'était devenu tellement naturel d'aller dans ce niveau d'exigence-là que, en fait, ça a totalement diminué parce qu'on a créé en fait ce workflow et cette manière de travailler et de percevoir qui a fait grandir tout le monde en fait. Ouais. Et même pour en finir sur l'aspect pixel, nous, il y a aussi sur les devices l'interface sur laquelle on travaille beaucoup. Et je vois qu'il y a Camille qui a bossé sur des sujets avec nous, notamment sur le pixel perfect des fontes, en fait, de l'écriture de ce qu'il y a sur les produits. Parce que nous, on descend au niveau, en fait, on doit redesigner en fait, toutes les lettres, comment on les affiche pixel par pixel sur les produits. Ce qui fait qu'en fait, ça rend en fait le travail après de recettes encore plus intéressant parce que du coup, on est vraiment au niveau du pixel, on n'est même plus au niveau de la marge ou du détail. C'est vraiment, on va jusqu'au bout de ce que j'ai bien allumé le bon pixel ou pas, quoi. Je vais juste rajouter que c'est à la fin, donc c'est tous les touch points avec l'utilisateur, le design, donc c'est hardware et software, et c'est évidemment l'expérience. Et c'est la triptyque que tu as définie, l'ADN de la boîte, c'est les tensions. Et il faut être OK avec ça. C'est-à-dire qu'il y a
il y a des vrais sujets entre hardware et software, entre UI, product et software design. Et c'est des vrais sujets qu'il faut prendre à bras le corps et c'est pas grave. Et il y a des boîtes qui prennent plus ou moins bien l'attention. Et ça vient aussi de la culture. Et donc, comme tu disais, ça vient d'en haut. Il faut être sûr qu'on est OK avec ça. Décaler les timings, je suis pas sûr à chaque fois que ça passe. Mais le côté tension et sans ça, ça marche pas. Et donc, il faut réussir à l'accepter, la gérer et rendre le meilleur résultat après, quoi. Mais c'est vrai qu'avec De Viella, on a eu la chance effectivement d'avoir le support, mais derrière, c'était aussi réenchanté. C'était quelque chose qu'ils avaient en eux, en fait, dans l'ADN. Je pense que c'est ce que veut parler peut-être Jean-Loup, c'est qu'au début... Oui, c'est ça. En fait, il y a aussi un aspect motivation pour les équipes de travailler avec ce niveau d'exigence-là. En fait, dans un premier temps, ça peut paraître comme quelque chose de pénible et de difficile de jamais voir finalement le résultat parce qu'on reprend, on itère, on améliore, etc. Et puis finalement, passer ces premières phases et les premiers résultats, on a des équipes qui sont encore plus motivées pour avoir un résultat encore meilleur, puisque finalement, elles sont plus fières du travail qu'elles ont réalisé, quoi. Donc il y a aussi ce côté-là, motivation, et l'exigence, elle amène aussi beaucoup de motivation, ce qui peut permettre aussi de travailler plus vite, et finalement de ne pas décaler tant que ça les plannings. Donc quelque part, le niveau d'exigence, il n'est pas forcément toujours à prendre avec un compromis en face de décalage ou de complexité ou de surcoût, etc. C'est finalement aussi un vecteur de motivation, je pense, pour les équipes. Et puis un autre sujet, là, sur le sujet produit, design et tech, qui est assez important aussi, c'est que, alors, en dehors du digital, sur la partie plutôt hardware, finalement, on voit souvent le design et la tech comme étant des choses opposées. Et donc, on a tendance à faire des compromis, ou on croit qu'on doit faire des compromis en disant, si on a tel élément de design en plus, si on améliore cet élément-là, ça veut dire que la performance sera moins bonne, et donc qu'est-ce qu'on choisit, quel choix on fait. En réalité, avec la bonne façon, on va dire, d'amener le problème, on peut retourner les compromis comme des avantages, et finalement les contraintes qu'on amène avec le design vont permettre d'avoir une meilleure performance, ou à l'inverse, le fait de rechercher la performance à tout prix va permettre d'avoir un design plus innovant, quoi. Donc c'est aussi important, je pense, comme deuxième élément, c'est le design qui va transformer les compromis en quelque chose de vertueux. C'est une transition parfaite. Mon point, justement, à la slide d'après, c'est exactement ça. Et je pense que c'est le rôle du design aussi, de casser justement ces compromis. Alors nous, je suis tout à fait d'accord sur ce qui s'est dit. Il y a aussi, donc, tech, produit, design, d'autres parties prenantes. Voilà, je prends un exemple assez intéressant. Nous, dans notre contexte, on n'a pas de produit, on n'a pas de tech hardware, en tout cas. Mais on a évidemment d'autres parties prenantes. On est une banque, on est très régulé, on travaille beaucoup avec des équipes, notamment légales et conformité. Et effectivement, historiquement, c'est toujours des collaborations qui peuvent être complexes, mais encore une fois, je pense que le rôle du design, il est d'aller casser justement ces tensions qui peuvent naître au profit potentiellement de meilleures expériences et de meilleures performances business aussi. Et ce qui est assez intéressant, nous on a un exemple, ce qu'on voit ici, on est passé donc de ce qu'on avait globalement, ce que vous voyez les entrepreneurs ici, tout ce texte complexe, et on leur demandait du coup de vérifier leur identité, ce qui est quand même quelque chose d'assez simple, quelque chose d'assez standard dans le domaine bancaire, avec deux options, pour le faire en ligne et pour le faire en physique. Donc prendre rendez-vous. Et on se rendait compte, donc on a observé, qu'on avait une part non négligeable du coup de ces entrepreneurs qui prenaient des rendez-vous en physique ou en visio. On s'est demandé du coup pourquoi, donc on allait chercher à comprendre. Et en fait, on comprenait assez rapidement qu'en fait le corpus réglementaire, donc le texte qui était ici, était complètement assez incompréhensible, et donc réflexe de prendre rendez-vous et de parler du coup avec un humain. Et donc on avait après plus d'un quart des entrepreneurs qui du coup sur ces parcours digitaux prenaient des rendez-vous. Donc autant vous dire qu'en termes d'opération, c'est énorme. Et évidemment, on aurait pu se dire, on va redesigner l'écran très rapidement. Et évidemment, ça peut pas se passer comme ça. On doit travailler évidemment avec des équipes conformité, avec des équipes légales. On l'a fait. Et du coup, ce qui a été très intéressant dans cette collaboration, ça a été complètement de casser le silo et de les embarquer dès le début. Et finalement, en fait, on voulait le même objectif. Les équipes design, on voulait les meilleures performances du coup et les meilleures expériences possibles. Les équipes du coup légales voulaient protéger notre business contre des potentiels du coup risques et des attaques légales. Donc finalement, c'est le même objectif. Du coup, on a fait ça en quelques jours. Vous voyez, le avant-après, c'est juste du wording qui change. Et en fait, on avait compris la raison de ce problème. C'était un problème sur la transparence des données. Donc, on met ça en place. C'est vraiment quelques jours de travail, quasiment. Et en fait, on est passé de un quart, c'est 25%, à moins d'1% en quelques semaines.
Et ça, juste sur ces équipes, c'est quasiment 50 heures de gagner par mois, juste sur une équipe, sur ces parcours. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux giants. On a une meilleure expérience in fine, on a une meilleure performance business, et in fine aussi, on a une meilleure collaboration avec ces parties prenantes qui sont historiquement, on va dire, un peu complexes, embarquées, et qui peuvent, comme tu le disais, aussi générer des tensions. Et comme, parfois, on a l'impression de les voir comme étant des objectifs opposés. Comme je pense que tu disais avec la tech. Non, mais clairement, on a pu voir que l'exigence design apportait que du bénéfice dans l'entreprise, hein, parce que bon, c'était perçu et de mieux en mieux dans les entreprises, et que la discussion était quelque chose qui aidait beaucoup. Et je pense qu'on va aller à notre autre sujet, qui est le savoir dire non, l'opposition, pas forcément, plutôt le compromis, ou plutôt la culture d'entreprise. Comment on amène les gens à se dépasser dans le design tout en gardant les steps, ne pas prendre trop de retard, réussir à délivrer correctement dans l'exigence. Je crois que tu prends déjà le micro. Ouais, je vais commencer, puis après je donnerai à Cyril qui aura une bonne anecdote, je pense, à raconter. De notre côté, comme on disait, en fait, le design peut souvent être vu comme une contrainte. Et en fait, il faut pouvoir être suffisamment fort à un moment donné pour dire, bah voilà, c'est pas suffisamment bon. Parce que surtout avec du software, il y a souvent le cliché de se dire, bah, on le réparera plus tard, on l'améliorera plus tard, parce que de toute façon, c'est juste une mise à jour. Du coup, on peut le faire plus tard. Et en fait, la première perception utilisateur et ce qu'on envoie comme message quand une expérience n'est pas finalisée et polished fait qu'en fait, bah, on ne donne pas confiance. Et typiquement, nous, dans notre ligne de métier où on sécurise 20% des cryptoactifs du monde, bah, c'est des milliards d'euros équivalents qui sont sécurisés. Et si l'utilisateur perd confiance parce qu'il arrive dans une expérience où il ne voit pas les boutons, où c'est mal aligné, où les couleurs sont hyper bizarres, où la fonte n'est pas bonne, bah, même si ce n'est pas immédiatement top of mind, qui va se dire bah, ils n'ont pas fait attention ou ils font pas attention aux détails, ils vont peut-être se dire bah, peut-être que niveau sécurité, ils vont faire la même chose. Et du coup, bah, j'ai pas trop envie de leur donner en gros mes cryptos, quoi. Ouais, l'anecdote qui est plus très spontanée du coup. Non, mais alors, je vais te la relancer. Alors, attention, je te la relance. Roulement de tambour. T'as pas travaillé chez Apple avec une anecdote avec des personnes dont tu n'as pas cité au début qui étaient hyper intéressants? Non, en effet, quand on préparait le speech, on a parlé de ça. En effet, quand on parle à Apple, la team d'Industrial Design, qui est Johnny Ives, et qui est clairement le top de la pyramide en termes de décision, quand le design est au centre des produits. Nous, côté tech, pratiquement, on est obligé d'expliquer pourquoi, comment. Non, vraiment, j'aimerais bien qu'il soit plus épais. Non, vraiment, on a besoin de cet espace-là pour les antennes. Non, vraiment. Et ça, c'est compliqué, donc c'est un ping-pong incessant. Un exemple typique qu'on a eu, qui était quand même, je me rappelle, me faire la réflexion, me dire, mais c'est hallucinant. Les mecs d'ID, de Industrial Design, on était en train de designer un iPhone, et ils font des trous là pour le microphone. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Donc il a fallu leur expliquer par A plus B que oui, il faut que l'air il bouge et que ton microphone et ta membrane bougent pour pouvoir capter du son. Alors c'est marrant parce que ça semble évident du point de vue technique, mais c'est telling dans le sens où il s'empêche pas de poser la question. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un sujet sur mais comment on pourrait faire autrement. Et donc, en fait, c'est toujours une tension et dire non ou oui, mais expliquer pourquoi. Et là, on est dans les mêmes débats, typiquement la semaine dernière, sur des questions où tu te dis, mais c'est pas possible, il faut vraiment réexpliquer ça. Donc voilà, faut pouvoir dire non. Et ce qui est intéressant, c'est que s'il ne te pose pas la question, tu ne te poses pas la question s'il y a vraiment besoin d'un opening, ou comment on peut le cacher, ou quelle épaisseur on a besoin, etc. etc. Et tu finis avec un téléphone Nokia qui est un peu plus épais. J'espère que personne... ça n'existe plus. Personne chez Nokia. Ça n'existe plus, ou alors c'est les gens qui bosser là-bas. Mais bon, c'est l'exemple qui fait qu'en effet, faut pouvoir avoir ces discussions-là et se forcer à innover sur ces points-là. Moi, j'ajouterais aussi qu'il y a savoir dire non et il y a savoir comment dire non. Et ça, c'est aussi... toi, tu peux pas dire juste, bah non, le micro, il a besoin de trous, et puis c'est tout. Tu vas aller rechercher une solution, tu vas expliquer par A plus B,
et reprouver que c'est impossible, en fait, ça te pousse un peu. Et nous, on a aussi cette capacité, je pense, les designers, à pouvoir projeter des choses, à pouvoir savoir comment prendre les parties prenantes, savoir comment expliquer nos choix. C'est un peu ce qu'on fait tous les jours. Et donc, savoir comment dire non aussi, c'est aussi amener les gens à comprendre notre réflexion derrière et comprendre pourquoi on arrive à décider et à dire qu'on ne va pas aller finalement sur cette orientation ou une autre, parce que souvent dans une zone de tension, de compromis, on va aller chercher plusieurs solutions, mais parfois, en fait, il n'y a pas d'autres solutions. Et donc ça, il faut aussi savoir le dire, savoir embarquer les gens. Et en fait, oui, conserver cette tension, mais une tension saine, et pas commencer à remettre des silos et des murs, parce qu'en fait, on dit juste non, et on porte juste, nous, notre vision, et on la partage pas, on ne sait pas embarquer les gens là-dedans. Et des fois, c'est plus simple quand on est des agences externes à dire non plutôt que les personnes en interne. Mais ça, c'est un autre sujet. Il n'y avait pas aussi des anecdotes sur qui peut dire non sur un projet? On en avait parlé aussi à un moment où vous avez quand même dans votre culture d'entreprise quelque chose qui est fort. C'est-à-dire que, enfin, je vais te laisser expliquer, mais oui, ça serait intéressant. Ouais, en fait, c'est aussi lié à la façon dont on organise les process et les prises de décision. Donc, ce qui est marrant, ce que j'avais vu par exemple à Logitech, qui est suisse de culture, c'est qu'il y a la grosse politique du consensus. Donc en fait, avant de prendre une décision, il faut demander à tout le monde, et tout le monde en fait a la possibilité de dire non et de repartir justement dans un processus de discussion et d'argumentation pour arriver en fait à une prise de décision. Mais dans le processus produit et dans ce qu'on met en place, par exemple chez nous à Ledger, on a mis en place un système en fait qui est assez commun dans beaucoup de sociétés de gating, où en fait on a plusieurs étapes produits. Donc on a le moment où on définit la vision et la définition du produit, où tout le monde généralement est super excité. Il y a le moment où on commence à retourner un peu plus sur terre, où on voit un peu les contraintes et ce qu'on va pouvoir faire et pas faire, et du coup on se met d'accord sur ce qu'on va construire. Et ensuite on part en mode construction, et après généralement quelques mois avant le lancement, c'est le checkpoint où on commence à voir en fait avec les équipes marketing et tout le monde qu'est-ce qu'on va annoncer, comment on va le faire, est-ce qu'on a été fidèle à la vision qu'on s'était établie au début, aux principes directeurs qu'on s'était donnés, et est-ce que le produit en fait va être successful quand on va le lancer. Et après on fait aussi au tout dernier moment, et là on l'a eu encore récemment, une semaine avant le lancement, on a un meeting où en fait on se dit est-ce que on lance. Et on pourrait se dire la plupart du temps c'est checkbox, on y va. Mais il y a eu plusieurs cas où justement en dernière minute c'est ah bah mince, on avait raté ce truc-là, c'est hyper important de le changer. Donc pour vous donner un micro-exemple de ce qu'on a fait par exemple récemment, c'est qu'il y avait un lancement de produit qu'on a fait cet été qui permettait de faire des backups des produits, et au dernier moment on a changé un peu la stratégie de go-to-market, et du coup on a décalé un peu la façon dont on allait le lancer, la façon dont on allait le lancer sur le marché. Et en fait, c'est important à ce que n'importe quel moment dans le processus d'un produit, on soit capable de dire non, il faut changer, ou il faut arrêter, parce que des fois on arrête aussi des produits, et c'est généralement des décisions que personne ne veut prendre, parce qu'à chaque fois on était oui, mais on a travaillé longtemps là-dessus, on l'a lancé, c'est la théorie de celui qui creuse et qui continue à creuser. Et au final, la transparence et l'honnêteté de dire à un moment regardons un peu ce qui se passe, et au final c'est peut-être le bon moment d'arrêter. Nous on l'a eu par exemple un moment avec un projet qu'on avait fait sur des NFT, donc c'était il y a un petit moment quand c'était encore la mode des NFT, et du coup à un moment donné on s'est dit voilà, il est temps d'arrêter, trouvons le meilleur moyen d'arrêter, parce qu'après il y a toujours des contraintes bien sûr à remplir, mais c'est important de pouvoir arrêter. Et il y a plein de sociétés qui ont beaucoup de mal à arrêter, et qui justement continuent de mal en pis sur les décisions. Ça doit aussi faire écho chez vous. Vous innovez beaucoup, même chez Devialet avec... Oui, alors effectivement, on a eu aussi ce genre de situation. Il y a un exemple qui est assez parlant. On avait donc le premier fantôme, qui est un objet qui fait 12 litres, on va dire, d'encombrement, pour donner une idée de la taille de l'objet. Et on était en train de préparer des fantômes plus petits. Donc c'est ce qui a donné en 2017 ou 2018 le fantôme Reactor au début, qui est après devenu Fantôme 2 et maintenant Fantôme Ultimate 98 dB. Effectivement, à l'origine, on voulait sortir deux form factors différents, un intermédiaire entre les deux. Donc le Fantôme 98 dB fait 3 litres d'encombrement, donc c'est divisé par 4 la taille du fantôme d'origine.
On voulait avoir aussi un fantôme intermédiaire divisé par 2 la taille, donc 12 litres, 6 litres, 3 litres. Et ce projet-là est allé relativement loin dans le développement. On avait des prototypes fonctionnels, etc. Et à un moment donné, on s'est dit non, en fait, c'est une mauvaise idée. Il faut qu'on se concentre sur le petit et qu'on fasse le petit bien mieux et qu'on fasse que celui-là. Et ce projet s'est arrêté net et est resté dans l'état où il était à l'époque. Il n'a jamais été repris. Il y a eu beaucoup de ressources, beaucoup d'investissements qui ont été mis sur ce projet-là. Et avec le recul, on ne regrette absolument pas cette décision. C'était une décision qui était extrêmement bonne, malgré la frustration des équipes, malgré le temps perdu, etc. etc. Ouais, pareil, nous, effectivement, on a un gros challenge sur notre transformation parce qu'en fait, on a empilé plein de choses et on veut justement potentiellement parfois ne pas créer de nouvelles choses. Et innover, c'est aussi le fait de supprimer, ce qui est très dur, ce qu'on arrive à faire plus ou moins bien, pour être très transparent, avec du coup, effectivement, un challenge, là, pour le coup, de convaincre. Et encore une fois, c'est pas dans l'ADN. C'est pas dans l'ADN et c'est des sujets, effectivement, qui arrivent de temps en temps. D'ailleurs, mais pas plus tard que ce matin. D'ailleurs, je pense que Maxime du aussi en parler. Mais c'est effectivement des choses qui... encore une fois, par l'exemple, pour montrer aussi parfois l'impact de ne pas créer, en fait, ou de supprimer une feature, qui semble parfois contre-intuitif, mais qui peut montrer du coup des meilleures performances. Et c'est par l'exemple, en fait, qu'on arrive progressivement à mieux faire, parfois en faisant moins. On l'a évoqué aussi dans le cadre de notre collaboration avec BPI, savoir dire non, c'est aussi savoir stopper et prendre du recul. On a la chance parfois, nous, en tant que designer, d'être beaucoup plus impliqués que d'autres dans beaucoup de projets. Ce qui des fois nous fait beaucoup de travail, mais en même temps nous donne une très large vision de ce qui se passe. Et à des moments, en fait, on arrive à avoir une vision systémique. On se dit, non, mais là, en fait, il y a plein de gens qui sont en train de développer des choses, mais ils vont pas du tout dans la même direction, ou en fait, ils sont en train finalement, on pourrait mutualiser et créer des synergies et aller beaucoup plus loin. Et des fois, on arrive et on dit, on force en disant, cette feature, on doit travailler ensemble, on doit s'arrêter là. On doit aller voir d'autres équipes, on doit poser une vision, on doit s'arrêter, parce qu'il y a aussi un drumbeat. Tout le pro digital, on est quand même sur une culture du delivery en permanence. Et donc poser ça là et dire non, et dire on va reprendre du recul, on va se revoir et on va voir si on peut reprendre notre direction. Ça, c'est des choses qu'on arrive, là qu'on a de plus en plus, mais qui à la fin, encore une fois, quand on arrive à aligner tout le monde, et c'est encore une fois notre capacité à présenter cette vue, présenter ces contraintes, présenter ces synergies qu'on entrevoit, mais on a une vision commune et là, en fait, on embarque tout le monde et on se réaligne là-dessus. Et à chaque fois, finalement, au profit de l'expérience. A fortiori sur des secteurs et sur des expériences qui sont très complexes, où potentiellement les designers sont les rares personnes à avoir justement la vue d'ensemble. Et ça, il faut capitaliser absolument dessus parce que c'est absolument clé. Surtout, effectivement, quand on est sur des expériences, là, pour le coup, qui sont très complexes. Embrace the Complexity, Order the Chaos, le motto de Source. Je suis obligé de le placer parce que là, tu m'as fait un pont fantastique. C'est pas voulu. Hein. Non, c'est pas voulu, même pas préparé. Donc, j'étais obligé sur celle-là. Je vois que tout le monde est très studieux et qu'il reste quand même le sujet de l'IA. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu le buzzword du moment, un sujet qu'on adresse chez Source avec notre DG Olivier qui est là, sur différentes entreprises. C'est ma CGM, plein de belles entreprises. Et c'est un sujet un peu buzzword où on dit qu'on fait plein de choses avec de l'IA, qu'on révolutionne les entreprises, qu'on les change, qu'on fait gagner énormément de temps. Moi, ce que je voudrais, c'est vous entendre pratique de maintenant, à l'instant T. Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait. On a parlé effectivement chez Ledger, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça n'apporte pas. Qu'est-ce que ça permet d'accélérer. Est-ce que l'IA va nous remplacer ou pas? Vaste sujet qu'on n'abordera pas ce soir. Ah, dommage. Non, il faut qu'on aille manger après. Ouais, du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, c'est un sujet aujourd'hui qui est au centre de toutes les communications, parce qu'il y a toutes les plus grosses boîtes américaines qui publient des chiffres sur l'augmentation de la productivité des développeurs. Donc, je pense que c'est un des topics sur lesquels toutes les boîtes normalement devraient travailler en coding assistant et être capable en fait d'aller plus vite d'un prototype à quelque chose qu'on est capable d'aller amener en production. On l'utilise aussi beaucoup côté produit pour beaucoup de recherches, pour spécifier un peu ce qu'on veut faire, pour tester des prototypes et les construire même directement sans avoir besoin d'un développeur, pour justement être capable de tester beaucoup plus de choses avant de les finaliser. Et côté design, il y a un peu cette perspective souvent de dire avec des mots, je vais réussir à exprimer ce que je veux construire. Et en fait, le langage humain est très beau, mais il n'est pas hyper spécifique. Et généralement, quand on veut
faire de l'idéation, générer des idées, des concepts. C'est super, ça permet de faire des choses assez rapidement. Par contre, à partir du moment où on veut vraiment rentrer dans le détail et finaliser quelque chose, bah souvent ça prend beaucoup plus de temps d'essayer de l'expliquer avec le langage humain plutôt que de retourner sur des outils comme on parlait de Figma. Et notamment sur un des sujets qu'on avait failli collaborer avec vous côté source, bah, le design system, pour moi c'est un accélérateur et un enabler en fait de toutes les sociétés tech qui est souvent vu ou sous-évalué, parce qu'en fait, avec un design system, on peut donner des contraintes, et en fait, une IA fonctionne très bien avec des contraintes. Sans contraintes, des fois, ça part un peu dans tous les sens, et plus on arrive à donner des contraintes avec un design system qui garantit, par exemple, bah, les composants, les fondations, les symboles, tout ce qu'on utilise, plus ça permet en fait d'utiliser vraiment l'IA comme une force créative qui va dans le bon sens, plutôt qu'une force potentiellement des fois destructive qui va pousser en fait dans tous les sens et qui fait qu'après une expérience peut avoir l'air d'être un peu entre guillemets un roi d'Agobert avec des trucs qui partent dans tous les sens parce que du coup il manque justement ce fil directeur et le design system ça peut être un très bon fil directeur. Le design system, si je lance Maxime, notre principal designer, et qui est spécialiste design system dessus. Là, on est parti sur une autre conférence, mais effectivement. Je vais pas partir là-dessus, mais moi, vraiment pour l'IA, je pense que c'est doublement un allié pour les designers. La première chose, c'est qu'en fait, ça nous accélère des choses, vraiment, des tâches, des choses comme ça, des itérations. Donc, on peut aller très très vite, faire des choses qu'on n'avait pas le temps de réaliser avant ou qu'on n'avait pas la capacité de réaliser avant. Quand on parle de voir dans le code, aujourd'hui, on n'a plus besoin de passer par un développeur qui prototype et passer par des cycles itératifs. On arrive directement à faire des prototypes. Mais c'est ce qu'on avait fait aussi d'ailleurs chez Devialet, hein, les premiers sur l'écran, le player, pour savoir si ça fitait à tous les screens de l'iPhone SE jusqu'au Pro Max. On avait testé, on avait pris quelques composants, on les avait alignés et on regardait si ça fonctionnait directement dans le code et le tester. Après, c'est un autre allié aussi parce que si on ne l'utilise pas avec parcimonie, je trouve qu'il va très vite dans ce que tu dis. Ça part vraiment dans quelque chose qui est non qualitatif. Donc les gens qui se basent uniquement sur l'IA, à la fin, au bout d'un moment, c'est du très mainstream, très finalement basique, voire des fois il y a de la régression. Et c'est là où nous, en fait, en tant que designer humain, avec notre empathie, avec notre sens de l'esthétique, où c'est là, en fait, tous les détails qu'on a vus, qu'on a pu regarder ensemble, c'est l'œil humain qui le perçoit. C'est pas l'IA. L'IA, elle ne voit pas ce pixel de décalage qui, multiplié par 7, 8, 10 fois, donne cette impression de moyen et pas de qualité qu'on voulait aboutir. Donc ça, c'est ce qui est intéressant. L'utiliser avec parcimonie, ça nous permet vraiment d'accélérer. On le fait chez BPI aussi, sur tout ce qui est research, etc. Ça nous fait vraiment gagner du temps, prototypage. Mais après, il y a toujours cette phase où on apporte une vraie expertise et on s'appuie après sur l'humain sur ces sujets. Ouais, pour rebondir, je pense que ce qui est intéressant, alors nous, dans notre contexte, en fait, sur les usages research, je vois aussi Roxane qui est dans la salle, qui a pas mal contribué à ces sujets. En fait, il vient vraiment d'un manque de... Enfin, même si on a une équipe qui a énormément scalé, une vraie problématique en fait, de bande passante. Donc aujourd'hui, tous nos usages aussi sont principalement là-dessus. Donc effectivement, on a des vrais gains d'efficacité, comme dans pas mal de boîtes. Mais effectivement, ce qu'on voit, c'est que c'est jamais, de toute façon, sur la partie plus craft, la première itération qui est intéressante. C'est la énième itération qui effectivement peut nous apporter quelque chose. Et enfin, en tout cas, à titre personnel, je pense que on parle beaucoup de craft et de goût dans le design. Je pense que ça remet vraiment au centre de l'équation un peu ces sujets, parce qu'effectivement, on voit très bien qu'aujourd'hui, on a une commodité aussi qui n'est pas en fait d'ailleurs que liée à l'IA, parce qu'elle vient déjà des design systems, qui vient déjà avant des templates. Donc ouais, c'est la continuité de ce qu'on voit depuis quelques années. Et finalement, c'est juste que le médium change un petit peu. Mais effectivement, sur le gain de productivité et l'exploration, et notamment sur les équipes plus petites, ouais, c'est assez, en tout cas, assez intéressant. Ouais. Il y a quelque chose aussi sur l'IA qui est pour l'instant, je pense, pas suffisamment développé et abouti, qui va permettre de faire dans le futur. C'est que pendant longtemps, un des gros enjeux qu'on a voulu faire côté design, c'est aussi l'hyper-personnalisation. De dire en gros, j'ouvre une app et elle me connaît et du coup elle s'adapte à ce que je veux. Et en fait, c'est une des promesses aussi qui devra arriver à un moment ou un autre avec l'IA, c'est que la beauté de l'IA, c'est qu'elle peut absorber et générer beaucoup de choses. Et du coup, l'hyper-personnalisation qui fait que, je ne vais pas dire qu'il va y avoir 6 millions ou 6 milliards de personnes qui vont voir une chose différente dans l'application, mais ça permet de le faire. Et jusque-là, en fait, on avait fait beaucoup de segmentation, de cohortes et autres, mais c'est aussi une des promesses que l'IA pourrait fournir, justement,
qui est de rendre l'interface design encore plus personnalisée et qui est une des grosses promesses, mais pour l'instant assez loin encore d'être applicable. Juste rapidement pour rebondir, mais c'est ça, il y a l'IA au service du design et il y a l'IA qui est intégrée dans la conception. Quand tu dis design sans conception, là aujourd'hui, je pense que aussi le vrai défi, c'est comment nous, on l'intègre dans des expériences, c'est comment l'utilisateur le perçoit ou non, et ça vient améliorer l'expérience. Mais là aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA comme buzzword parce qu'on veut mettre des chatbots, on veut mettre des choses qui sont visuelles, mais quand tu parles d'hyper-personnalisation, c'est presque en fait masquer l'IA derrière l'interface et en fait gérer tout ça. Et je pense que c'est là où la magie va intervenir sur ces sujets, quoi. C'est aussi nos plus gros défis, je pense. Donc une base solide design pour pouvoir utiliser l'IA avec un beau design système. D'un point de vue technique, l'IA utilisée chez Devialet ou oui. Stop secret? Non, l'IA, c'est un sujet chez nous comme partout. Nous, on travaille surtout l'IA au service du son. Voilà. Après, c'est au service du design aussi, dans le sens des interfaces. C'est assez exploratoire encore chez nous, mais pour nous, l'intérêt qu'on voit à l'IA, c'est vraiment la capacité d'agréger une grande quantité de données et de prendre, on va dire, des décisions par rapport à ça. Et c'est particulièrement important dans le son pour s'adapter au contenu, qui peut être varié, hein, les types de musique, il y en a des milliards, et les environnements aussi. On n'écoute pas tous la musique dans les mêmes pièces, etc. Et donc là, l'IA peut amener des choses. Donc c'est des sujets sur lesquels on travaille pour s'adapter au contenu, s'adapter à l'environnement. Et l'objectif, comme tu disais Maxime, c'est vraiment de rendre l'expérience la plus simple et la plus intuitive possible pour l'utilisateur, qui doit du coup avoir moins d'actions à réaliser et ne pas se rendre compte qu'il y a un système d'IA derrière. Au contraire, le but c'est que ça soit complètement transparent. Je pense que ce qui perturbe un peu les discussions en général sur le sujet de l'IA, c'est le terme intelligence. En fait, l'IA, c'est pas très intelligent. C'est quelque chose qui va vite, qui calcule vite, qui prend beaucoup de données, qui peut en ressortir d'autres, mais c'est pas fondamentalement une intelligence. C'est pour ça que pour la partie créative, comme ça a été expliqué, c'est un outil, voilà, qui peut faire gagner du temps, mais il faut l'utiliser pour ce que ça sait faire, en fait, tout simplement. Il me reste à vous faire une annonce, voire deux, j'en ai une bonus. Première, c'est qu'il y a un super event dans peu de temps, le 23 octobre. Vous ne pouvez pas en dire plus que ce qui a marqué, si Voilà. Non, venez, c'est ouvert. Faut venir, c'est ouvert, c'est pareil. Ça vous permettra de voir notre headquarter qui est dans le 3e, rue du Temple. Il y a pas mal de nouveautés, des belles annonces, donc ça devrait être un bon moment. Pour l'instant, c'est pas un bon moment pour nous. Il faut savoir dire non des fois. Ouais. Ça sera pas le 23 octobre, non. Celui-là n'est pas passé, donc ça sera le 23 et venez, il y aura des nouvelles. En tout cas, je profite de l'événement pour vous remercier pour votre disponibilité. On sait en période de lancement ce que ça peut être. Alors il y en a qui sont en post-lancement mais qui voyagent, qui repartent dans des pays et qui entre deux voyages sont venus. Donc merci, et JB aussi qui a voyagé, qui est revenu rien que pour nous. Donc, moi j'étais en vacances. Mais il ne fallait pas le dire. Il fallait pas le dire que tu étais en vacances. Et un deuxième événement où je vais te laisser la parole parce que présentez tous vos téléphones et scannez ce super QR code. Et on va refaire un autre. On aime bien du coup partager un petit peu ce qu'on fait et je parlais de la complexité, comment rendre la complexité un peu plus simple. Et donc on va continuer dans cette lancée pour partager du coup un peu plus nos coulisses de comment on construit nos produits début décembre. Donc je vous laisse vous inscrire. Ce sera peut-être en digital, peut-être en présentiel. On verra. Voilà. Je laisse. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Je laisse ce QR code. Ce sera vraiment l'expérience BPI X Source Paris. Dernière chose, mais qui m'apporte beaucoup, c'est qu'on applaudisse très fort ces magnifiques speakers qui nous ont fait un super talk. Merci à vous. L'idée surtout qui m'a marqué, c'est vraiment le design doit être ancré dans nos entreprises. C'est pas que quelque chose qu'on doit porter vraiment dans les équipes design, mais plus au niveau produit, au niveau tech surtout. C'est effectivement quelque chose qu'on doit tous mettre en place. Ce qui était intéressant, c'est de voir avec quelle ambition certaines personnes poussent le design comme une valeur stratégique à très haut niveau dans une entreprise, que ça peut même avoir une incidence sur
toutes les décisions à tous les niveaux hiérarchiques. Cette soirée, pour moi, elle est intéressante particulièrement parce que c'est la mise en avant en fait, de Prof Fleuron français, De Vialet d'un côté, du coup, qui est une marque reconnue mondialement dans l'univers du son, Ledger de l'autre côté, qui est une boîte qui est leader mondial. Et je vous le dis parce que je le pense comme ça, et Source, qui pour moi est un fleuron français du design. Je pensais que tu allais dire BPI. Non, pour moi, Source, non mais vraiment, je te l'ai déjà dit, Jules, moi j'adore ce que vous faites, donc, et depuis longtemps, donc je précise. Mais BPI aussi, bien sûr.